Bonjour. Dans le cadre de ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à la question de l'engagement politique, de l'action collective et de la participation politique. Alors, engagement politique, participation politique et action collective sont trois termes qui sont assez proches, qu'on peut utiliser quasiment sans distinction, facilement remplacer l'un pour l'autre. Le programme invite plutôt à souligner la question de l'engagement politique pour mettre l'accent sur les différents facteurs qui poussent à s'investir dans des formes d'action collective ou d'action politique. La notion d'action collective est assez simple et assez transparente. On désigne des actions qui ont lieu en groupe et qui cherchent, du coup, en groupe, on cherche à avoir un effet sur la société de façon générale. Ce n'est pas des vraies définitions, c'est assez approximatif. Et la participation collective, ce sont des actions qui peuvent notamment être collectives, mais pas seulement. On y reviendra, je pense. Donc, différentes formes d'action qui ont clairement une visée politique. C'est cette notion que je préfère et qui se retrouve d'ailleurs dans l'ancien programme de sciences sociales et politiques. Et donc, voici la notion que je vais définir. La participation politique désigne l'ensemble des actions qui visent à influencer les décisions prises par le pouvoir politique. Je répète, la participation politique désigne l'ensemble des actions qui visent à influencer les décisions prises par le pouvoir politique. Bon. Donc voilà pour la définition de participation politique. Quand je parle de pouvoir politique, là, je fais clairement notamment référence à l'État, même si ça peut être d'autres formes de pouvoir politique, d'autres institutions politiques. Et donc, pour justement bien comprendre la participation politique dans les sociétés contemporaines, on va notamment s'intéresser aux différentes formes qu'elle peut prendre et voir comment est apparu et comment s'est imposé ce qu'on appelle un répertoire d'actions collectives spécifiques dans les démocraties contemporaines. Allez, c'est parti. Vous deviez vous en douter, et si ce n'est pas le cas, vous auriez dû vous en douter. On va commencer par définir la notion de répertoire d'action collective. Donc, un répertoire d'action collective désigne un ensemble de formes de participation politique considérées comme les plus légitimes dans une société. Je répète, un répertoire d'action collective désigne un ensemble de formes de participation politique considérées comme les plus légitimes dans une société. Donc là, on a différentes choses qui apparaissent dans cette définition. Déjà, et c'est peut-être quand même une simplification de ma part, le répertoire d'action collective, c'est un ensemble de formes de participation politique. Donc il y a plusieurs formes de participation politique qui sont regroupées dans ce répertoire. Alors en réalité, la notion de répertoire d'action collective peut désigner des formes d'action collective qui ne sont pas forcément politiques. Mais on va considérer que justement, pour simplifier, c'est la même chose, action collective, participation politique. Ensuite, on a cette idée que ce sont des formes de participation politique qui sont considérées comme les plus légitimes. Donc c'est les formes de participation politique qu'on va retrouver le plus souvent. Et même si vous avez d'autres formes d'action et de participation politique qui sont utilisées dans cette société, ce sera de façon a priori plus marginale et ce ne sera pas forcément considéré comme légitime. Ce sera peut-être d'ailleurs des formes de participation politique qui seront utilisées en dernier recours par des acteurs qui ont peu de ressources et qui sont plutôt exclus du système et qui n'auront comme seul moyen de se faire entendre que de justement sortir des règles du jeu et d'utiliser des formes de participation politique qui ne sont pas forcément considérées comme légitimes et d'innover en tout cas dans les formes de participation politique. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur ces questions. Et on a précisé aussi à la fin de la définition que c'était dans une société. Car en effet, le répertoire d'action collective peut changer, en tout cas son contenu peut changer selon les sociétés. Quand on change de pays, quand on voit le même pays à différentes époques, on peut voir que certaines formes de participation politique qui étaient considérées comme légitimes à un moment donné ne sont plus considérées comme légitimes et sont peu utilisées, ou à l'inverse, d'autres formes de participation politique peuvent être apparues pour justement et s'être imposées comme des formes de participation politique plus légitimes. En l'occurrence, la notion de répertoire d'action collective, elle est notamment utilisée par le sociologue et historien Charles Tilly,
qui l'a créé pour mettre en avant l'émergence de nouvelles formes de participation politique et donc d'un nouveau répertoire d'action collective à partir du XIXe siècle, ce qu'il appelle le répertoire national autonome et qui vient donc remplacer le répertoire local patronné qui dominait dans les sociétés de l'Ancien Régime, pour faire court, jusqu'à donc à peu près la fin du XVIIIe siècle. Si on commence par regarder les caractéristiques du répertoire local patronné. Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est un répertoire, donc des formes d'action collective et de participation politique qui concernent avant tout des enjeux locaux, donc au niveau d'un village, d'une petite région, etc. Ce qu'on voit, c'est que l'action collective, dans ce cadre, elle est peu autonome par rapport aux élites. Au contraire, on a plutôt les citoyens et citoyennes n'ont pas vraiment de pouvoir directement par eux-mêmes, du fait qu'on n'est pas dans un système démocratique. Et en fait, pour défendre leur cause, ils et elles vont notamment avoir besoin de l'aide et du soutien d'un notable, d'un responsable local, que ce soit donc un noble local, un membre du clergé, etc., qui va pouvoir soutenir leur cause auprès d'un pouvoir plus important pour justement faire en sorte que leurs revendications aboutissent. Donc c'est pour ça qu'on parle de répertoire patronné, d'action collective patronnée, parce que cette action, elle a tendance à quand même beaucoup dépendre de l'aide et du soutien des élites. L'autre moyen, quand il n'est pas possible d'avoir le soutien d'un notable local, c'est l'usage de la violence. C'est pour ça qu'on trouve un usage de la violence assez fréquent dans ce répertoire d'action collective. Cependant, à partir de la fin du XVIIIe siècle et pendant la première moitié du XIXe siècle, on observe un certain nombre de changements sociaux qui permettent d'expliquer le changement de répertoire d'action collective et donc le passage à un répertoire national autonome. Parmi ces changements, on peut commencer par citer les progrès des technologies de la communication et notamment de la presse écrite, qui permet aux citoyens et citoyennes d'être au courant des enjeux nationaux et qui donc permet à ces enjeux nationaux d'être au cœur de l'action collective. De même, entre la fin du XIXe siècle et par exemple, si on prend le cas de la France, la Révolution française en 1789 et donc ensuite en 1792, la création de la Première République et l'adoption du suffrage universel masculin en 1848 avec la création de la Deuxième République, c'est quand même une période qui est marquée par différentes réformes et un processus de démocratisation qui permet aux citoyens et citoyennes, plutôt aux citoyens en l'occurrence, d'être reconnus et d'avoir un lien direct avec le pouvoir politique. Au lieu de passer par des intermédiaires, par des responsables locaux, là, à travers les élections nationales, on voit un lien direct entre les citoyens, donc essentiellement masculins, et les responsables politiques. Donc ça permet du coup aux citoyens de s'organiser dans leur action collective et politique de façon autonome, en fondant des organisations comme des partis politiques, des syndicats, mais le but, c'est directement justement de représenter directement les intérêts des citoyens, éventuellement des citoyennes, et pas simplement de chercher l'aide et le soutien d'un responsable local. Ça permet aussi, du coup, ces nouvelles formes de participation politique, de diminuer l'usage de la fréquence qui est progressivement considéré comme illégitime, comme inacceptable du fait des nouvelles institutions politiques. C'est pour ça qu'on a, à partir du XIXe siècle, ce répertoire national autonome, donc centré autour d'enjeux nationaux et avec une action collective qui est organisée de façon autonome sans nécessairement avoir un soutien de la part des élites. Dans ce répertoire national autonome, vous trouvez différentes formes de participation politique. On peut citer par exemple les manifestations, les grèves, les pétitions, mais clairement une forme qui est beaucoup plus importante que les autres, qui joue un rôle central, c'est le vote. Le vote est en fait tout simplement un des fondements de la démocratie contemporaine, puisque dans ces démocraties représentatives, la légitimité des responsables politiques vient justement du vote, des résultats électoraux qu'ils et elles ont obtenus. Donc typiquement, même si
En réalité, la question de l'abstention est souvent mise de côté. On voit bien qu'elle porte atteinte à la légitimité de ces responsables politiques et que sans au moins, même si du coup c'est assez superficiel, une forme de soutien électoral de la part des électeurs et des électrices, ces responsables politiques n'ont pas de légitimité. Toute la légitimité qu'ils et elles tirent, tout ce qui fait que ce sont eux et elles au pouvoir et pas d'autres personnes, c'est justement cette légitimité électorale qui est issue du vote. On peut d'ailleurs remarquer que le vote est encadré par des règles précises, ce qui, en quelque sorte, en fait un acte sacré dans les démocraties contemporaines, au sens où, si vous regardez des études de sociologie de la religion, notamment les travaux fondateurs d'Émile Durkheim, les actes sacrés, et donc les rituels, ce sont des actes qui sont encadrés par des règles précises et qui sont séparés des comportements quotidiens. Et ça se retrouve en fait dans l'organisation du vote. Typiquement, pour commencer, on peut remarquer qu'en France, les élections sont toujours organisées un dimanche. Ça permet d'abord de séparer les élections du reste des activités quotidiennes, notamment du travail qui a lieu la semaine, et d'insister, de souligner sur le caractère exceptionnel des élections, du vote, et de montrer que justement c'est séparé du quotidien. Ça permet aussi, le fait d'organiser les élections le même jour dans tout le territoire, justement, d'organiser une certaine forme d'unité nationale, en tout cas de mettre en scène cette unité, car le jour des élections, tout le monde va voter dans à peu près les mêmes conditions. Par ailleurs, dans le code électoral, on nous dit que les policiers, les policières, les gendarmes, en gros les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir dans un bureau de vote sans avoir l'autorisation du président du bureau de vote en question. Donc ça montre à nouveau que finalement, déjà l'usage de la violence est mis de côté et que l'autorité légitime des forces de l'ordre au quotidien rencontre certaines limites quand il s'agit d'un bureau de vote et des élections. Quand on regarde ensuite les règles précises qui encadrent le vote et qui en font du coup un véritable rituel, on peut citer, en dehors de celles qu'on a déjà citées, la question de l'isoloir, qui personnifie, qui objectifie le caractère personnel et secret du vote, l'enveloppe, l'urne transparente, donc pour insister justement sur la transparence des élections, et tout un nombre de règles qui montrent que justement, voilà, ça, on ne vote pas n'importe comment, et si on le fait d'ailleurs, son vote risque d'être considéré comme nul et de ne pas être compté finalement dans le cadre des élections. Alors, évidemment, je vous rassure, si vous ne passez pas par l'isoloir, votre vote ne sera pas forcément considéré comme nul. C'est si vous écrivez quelque chose sur votre bulletin, par exemple, qui peut être considéré comme nul. Cependant, clairement, vous allez avoir des remontrances, des remarques de la part du président ou de la présidente et des assesseurs du bureau de vote qui vont vous demander, plus ou moins vous contraindre, ça dépend sur qui vous tombez, mais qui peuvent vous dire non, moi je veux que vous passiez par l'isoloir. Dans le code électoral, ce qu'on nous dit, c'est juste un endroit à l'abri des regards. L'isoloir, c'est ce qu'il y a de mieux, mais techniquement, c'est pas totalement obligatoire, mais voilà, clairement, on voit bien que dans les pratiques sociales, c'est quasiment considéré comme tel. Donc tout ça pour dire que voilà, quand on voit l'organisation des élections, le vote est une activité qui est clairement séparée du quotidien et qui est encadrée par des règles précises. Une activité qui aussi finalement représente le lien entre les citoyens et les citoyennes et le pouvoir politique et l'État. Et par conséquent, c'est pour ça aussi que vous avez notamment lors des élections présidentielles qui sont considérées comme les élections les plus importantes, mais de façon générale lors de toutes les élections, des campagnes qui viennent encourager la participation électorale. Pour, comme je l'ai déjà dit, encourager plus de personnes à aller voter et donc renforcer la légitimité des élections et des résultats de ces élections. Bon, voilà, j'espère que tout est assez clair sur du coup le répertoire d'actions collectives locales patronnées et nationales autonomes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.